Et je me suis occupé pendant 10 ans en bénévolat de jeunes dits de la rue et ça m'a absolument passionné. J'ai eu vraiment l'occasion d'observer la mécanique de la violence et combien de nouveau, cette deuxième leçon, nous ferions l'économie de bien des tensions, des souffrances, de la violence si nous avions tous, ces gamins-là appris depuis l'enfance à gérer nos émotions, à comprendre qui nous sommes. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ? Voilà la question que pose mon invité dans son livre qui vient de paraître. Cet invité n'est autre que Thomas Dansembourg, ambassadeur de la communication non violente et auteur bien connu dans les cercles de plus en plus grands du développement personnel. J'ai donc eu la chance de l'interroger pour évoquer son parcours d'ancien avocat bien installé qui en a eu marre un jour de ce confort pas si confortable. De ce trentenaire qui a accepté qu'une autre voie était possible. Pas beaucoup plus confortable peut-être, mais infiniment plus épanouissante, c'est sûr. Parmi toutes les rencontres qui ont jalonné son parcours, il évoque notamment celle, dans les années 90, avec Marshall Rosenberg, fondateur de la communication non violente. Une révélation. Il ne cesse depuis d'appliquer et de promouvoir cette approche, ce puissant outil de connaissance de soi et de lien aux autres. Il nous explique d'ailleurs comment, très concrètement, l'utiliser au quotidien. Bienvenue dans un épisode joyeux et plein d'énergie. Bienvenue dans un épisode qui, je l'espère comme pour moi, vous donnera envie d'en savoir plus sur la communication non violente et pourquoi pas de vous y former. Avec Thomas, nous allons parler de résolution de conflits, de jeunes auxquels on devrait enseigner la connaissance des émotions et de spiritualité. Bonjour Thomas et bienvenue dans La Petite Voix. Merci Herveline, merci de m'accueillir. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, c'est vraiment un honneur de vous recevoir dans mon podcast et je me réjouis de vous entendre pour parler et de votre parcours et de la communication non violente. On va aussi bien sûr parler de votre nouvel ouvrage qui sort là actuellement et qui a un titre qui donne très envie, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ? Quel programme et on va y revenir. Mais en parlant de livres, j'imagine que moi, comme beaucoup de personnes qui écoutent La Petite Voix, je vous ai découvert avec votre premier ouvrage, Cessez d'être gentil, soyez vrai. J'ai découvert en préparant notre entretien que c'était là son 20e anniversaire. Alors, moi, je l'ai découvert un peu sur le tard puisque je l'ai lu il y a quelques mois sur les conseils d'ailleurs d'une des invitées de La Petite Voix. Et ça a été pour moi une révélation sur la manière dont on fait beaucoup de choses par gentillesse ou par politesse, mais finalement s'écoutant peu. Et vraiment, j'invite ceux qui nous écoutent à découvrir cet ouvrage. Et c'est d'ailleurs par cet ouvrage-là que vous êtes devenu un des plus grands ambassadeurs de la communication non violente dans le monde francophone. Et on aura l'occasion d'y revenir. Mais avant d'évoquer vos ouvrages, moi ce qui m'intéresse, c'est d'évoquer d'abord votre parcours professionnel, puisque vous avez une première vie, si je peux le présenter comme ça. Vous étiez dans le monde de la loi, dans le monde juridique. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Oui, j'ai choisi la carrière d'avocat dans un premier temps dans l'intention d'aider les gens à traverser les conflits. J'avais eu la chance de grandir dans une famille aimante
avec beaucoup d'attention, de tendresse, mais quand même, comme dans toutes les familles, des conflits, des tensions. Et j'étais très sensible à ces climats et je me demandais, mais qu'est-ce qui fait que l'humain est capable de tant de tendresse, de générosité, d'anticipation très très souvent, mais aussi incapable d'éviter les jugements, les croyances bétonnantes, les il faut, tu dois, et puis c'est comme ça changera pas, qui plombent et qui cassent la relation. Et je me disais, on est mal outillé pour traverser les conflits. Et j'ai envie donc d'aider les gens à traverser les conflits. À l'époque, je n'avais aucune idée de la psychothérapie. Et je pensais que c'était un truc qui ne regardait que les gens qui avaient de gros problèmes mentaux. Je pensais pas du tout que c'était une voie de connaissance de soi, permettant de mettre le meilleur de soi au service de tous. Ça, je le découvrirai beaucoup plus tard en devenant thérapeute. Et donc, je deviens avocat. Et très vite, au barreau de Bruxelles, donc je suis belge, et très vite, dans mon métier d'avocat, je réalise que j'ai participé à beaucoup de conflits et que le conflit est presque toujours né d'un malentendu. Et si j'observe la mécanique du malentendu, je me rends compte que très souvent, c'est un combiné de mal exprimé et de mal écouté. Quelqu'un n'a pas exprimé clairement ce qu'il voudrait, ce qu'il aimerait, ce qu'il désirerait. Il a malheureusement exprimé des jugements, des critiques, des reproches, des insultes ou des injures parfois. Et forcément, l'interlocuteur en face n'a pas entendu des souhaits, des propositions pour que la vie soit plus agréable ensemble. Le quelqu'un en face a forcément entendu les jugements, les critiques, les reproches, les insultes ou les injures. Et donc, il s'est enfui en claquant la porte ou il a répondu sur le même ton. Et donc, mal exprimé plus mal écouté crée un mal entendu. Et j'ai mesuré que comme avocat, je mettais beaucoup d'énergie à tenter de trouver des solutions juridiques à des enjeux qui étaient largement, pas uniquement, on est d'accord, mais largement des enjeux de connaissance de soi, des enjeux d'intelligence émotionnelle, des enjeux de capacité d'empathie pour l'autre et des enjeux de compréhension de ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse systémique, le système relationnel, l'écologie relationnelle qui se crée entre les êtres humains. Et rien, figurez-vous, dans ma formation d'avocat, livré aux émotions toute la journée et à l'écoute toute la journée, et à la compréhension des systèmes qui habitent entre les personnes, ne m'avait formé sur ces enjeux. J'étais un pur technicien du droit, sans aucune compétence relationnelle. Et ce qui est en revanche intéressant, c'est que votre première aspiration, elle était justement pour ce métier, votre élan vers ce métier-là, il était pour aider l'ordre émotionnel, justement, puisque vous le dites, vous aviez envie d'aider à résoudre ces conflits. Vous n'aviez pas une aspiration folle, a priori, pour la loi. En tout cas, c'était pas la première idée. Alors, c'était pas la première idée, effectivement. C'était aider les gens à retrouver de la paix à travers un conflit. Et bon, c'était pas du tout ce que je faisais. Malheureusement, j'avais la chance, si je puis dire, pour faire une belle carrière, d'entrer dans un beau cabinet de droit des affaires, de droit commercial, droit des sociétés, etc. Et on était plutôt dans le combat que dans la réconciliation. Et, heureusement, ça a beaucoup changé depuis 20 ans. Beaucoup d'avocats se forment à la médiation et essayent d'éviter de passer aux procédures judiciaires. C'est ça. Parce que du coup, donc vous avez d'abord été avocat au barreau de Bruxelles, si je dis pas de bêtises, pendant 5 ans, et ensuite en entreprise comme conseiller juridique pendant 10 ans. Oui, c'est ça. J'étais comme un avocat interne, mais je n'allais plus au palais plaider les affaires, mais je résolvais les enjeux juridiques au sein de cette entreprise, une grosse entreprise bancaire internationale. Et donc je continuais à être baigné à beaucoup de conflits et ça m'a donné vraiment une conscience que nous pourrions significativement changer les conflits en nous changeant nous, en changeant notre façon d'être. Ça veut dire que déjà à l'époque vous aviez déjà ce regard-là un peu aigu sur la manière dont on fonctionnait et dont fonctionnaient les relations. Vous observiez ça? Vous étiez complètement dedans et donc Ah non, j'observais vraiment les enjeux d'ego. Je me disais, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut être à ce point loin? Évidemment, c'est plus facile de voir l'ego des autres que de voir le sien. J'avais pas encore commencé à travailler le mien. Mais effectivement, je pouvais assez bien pointer du doigt la difficulté pour les êtres humains à se parler vrai, à se parler simplement, à pouvoir dire leur désaccord ou leur colère sans s'empoigner, à pouvoir traverser le conflit sans agresser l'autre, sans lui projeter des images d'ennemis, mais en essayant de voir comment est-ce qu'on va retrouver un point d'entente. Je voyais tout ça et je me disais, mais on n'est pas formé à la négociation, on est formé à la compétition et à tenter d'avoir raison. Ça, oui, les scolarités nous forment à ça. Mais malheureusement, les enjeux de partage, d'empathie, de recherche des points communs, ça fait pas partie de nos éducations, en tout cas chez nous. Et j'ai mesuré la pauvreté de nos éducations. Donc ça m'a très fait vite prendre conscience, je vais pas faire ce métier toute ma vie, je vais chercher autre chose, mais je savais pas encore quoi. Il m'a fallu du temps pour trouver quoi. Ouais, donc vous avez senti comment ça s'est passé, une forme d'ennui, de lassitude de ce que vous étiez en train de vivre là en entreprise?
Ah, très très clairement. Vraiment l'ennui. Et pendant un temps, j'ai nié mon ennui en disant je gagne bien ma vie, j'ai des beaux costumes, une belle voiture, donc tout va bien. Et j'étais dans ce déni dans lequel je pense que beaucoup de nos contemporains se trouvent. Et il m'a fallu du temps pour écouter la petite voix, c'est le même nom que votre émission, qui disait en moi, arrête de te mentir, tu n'es pas heureux, tu es à côté de tes pompes, tu fais pas ce que tu voudrais faire, prends du temps pour savoir qui tu es et te réaligner. Et longtemps j'ai nié ces petites voix, mais heureusement la chance a fait que je l'ai entendu avant d'avoir viré dans le burn-out, la dépression, ou je sais quelle addiction. Vous pensez vraiment que c'était un chemin possible si vous n'aviez pas reconnecté avec vous-même? Ah, c'est plus que je le pense, j'en suis absolument convaincu. Je voyais d'ailleurs, au-delà de moi j'avais la trentaine quand je suis commencé à me poser des questions. Je voyais des avocats qui avaient 40, 45, 50 ans et qui étaient très souvent en dépression, très souvent sous médicaments pour amphétamines ou autres pour tenter de tenir le rythme, très souvent dans des problèmes d'alcoolisme, très souvent dans des divorces tragiques. Et je me disais en voyant ça, mais moi je veux pas cette vie de destruction et de liquéfaction. J'ai envie de savoir à 40 ans, je veux savoir qui je suis et faire des choses qui me rendent joyeux et qui servent la planète de façon créative et aidante, fédérante. Je sentais cette aspiration. Et il se fait que j'ai mis mon métier d'avocat un peu dans la case alimentaire pendant un temps. Je me suis dit, ou de juriste quand j'étais juriste, en me disant je vais gagner ma vie le plus sincèrement et honnêtement comme ça, mais je cherche autre chose. Et je me suis occupé pendant 10 ans en bénévolat de jeunes dits de la rue, des jeunes pris dans les gangs de rue, la délinquance, l'addiction, le deal, la prostitution, ou parfois même qui avaient séjourné dans des institutions pénitentiaires pour jeunes. Et ça m'a absolument passionné. J'ai eu vraiment l'occasion d'observer la mécanique de la violence et combien, de nouveau, cette deuxième leçon, nous ferions l'économie de bien des tensions, des souffrances, de la violence, si nous avions tous, ces gamins-là appris depuis l'enfance à gérer nos émotions, à comprendre qui nous sommes, quelles sont nos émotions, quelles sont nos joies, quels sont nos profonds contentements, nos enchantements, quels sont nos talents et nos élans et comment les mettre au monde au service de la vie communautaire. Et si nous avions également appris quelles sont nos peines, nos tristesses, nos désarrois, nos moments d'impuissance, nos moments de colère que nous avons besoin de comprendre avant de faire payer notre colère aux autres. C'est de l'hygiène de conscience. Et très vite, j'ai réalisé que les enjeux de connaissance de soi et d'intelligence émotionnelle sont vraiment des enjeux de santé publique. Ça devrait être dans tous les programmes scolaires. Et oui, vous le dites parfois que finalement apprendre à se connaître et à décoder ses émotions, c'est aussi important que d'apprendre à lire ou à écrire ou à compter. Je dirais presque plus important, si vous me permettez, cette apparente boutade. Oui. Mais à quoi ça sert de pouvoir construire des ponts, monter des sociétés, des entreprises, et si on se chamaille, si on se dispute, si on n'arrive pas à avoir une vie intérieure joyeuse, heureuse, à créer un couple fécond, si on a envie de vivre en couple évidemment, et avoir un climat de collaboration avec nos équipes qui soit joyeux, léger. On inverse souvent les priorités, nous sommes plus éduqués à faire qu'à être, malheureusement. Ah oui, ça c'est vraiment le grand point. Ça m'intéresse de revenir un peu sur cette expérience que vous avez eue dans le monde associatif auprès de ces jeunes. Quand je préparais notre entretien, en fait, je me demandais pourquoi, au moment où vous commencez à vous lasser de ce métier en entreprise et que vous prenez un peu de recul pour réfléchir à votre orientation, pourquoi vous avez envie d'aller vers cette association-là? Vous auriez pu aussi bien, je ne sais pas, vous consacrer du temps à une autre passion, défendre, je ne sais pas, la cause animale, etc. Pourquoi vous consacrez à ces jeunes dans des situations extrêmement précaires et compliquées? Parce que j'étais attiré par un article sur un avocat qui avait quitté le barreau et un gros cabinet qu'il devait reprendre, le promettant une vie bourgeoise confortable, pour devenir flic à la police judiciaire de Bruxelles et s'occuper de gamins de la rue. Et ce trajet, ce transfert complètement improbable, et qui, sur le plan social, en Belgique, où il y a pas mal de catégories sociales, aurait pu paraître une sorte de dégringolade dans l'échelle sociale, m'a vraiment impressionné. Mais voilà un gars qui est suffisamment sincère avec lui-même pour bousculer les a priori, les conformismes, les croyances, et j'ai envie de le rencontrer, mais je me suis dit, croyance négative, il est dans le monde policier, je vais jamais tomber sur lui. La vie qui est bien faite et qui a des hasards heureux fait que quelques semaines plus tard, des amis m'emmènent pour faire du parapente en Savoie, et ils rassemblent tout un petit groupe d'amis qui avaient envie de voler en parapente, et ce gars-là est dans le groupe, et on sympathise tout de suite. Non.
Et dans les semaines qui viennent, il dit je fais une activité dans la région de Belgique où j'habite, qui est une région forestière très très belle et très grande forêt profonde. Et il me dit comme tu habites par là, est-ce qu'on peut passer chez toi? Je dis bien évidemment, avec bienvenue. Et on a accueilli un week-end avec des jeunes de la rue chez nous à la campagne, et ça m'a vraiment happé. Vraiment, j'ai réalisé, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime m'occuper des gens, essayer de les comprendre, faire du lien, avoir un contact authentique. Et Dieu sait si ces jeunes avec qui j'étais tout d'un coup confronté étaient loin de mon éducation bourgeoise, catho, campagnard. J'avais affaire à des gamins de ville, de banlieue, de milieux très défavorisés. Mais j'ai senti énormément d'amitié d'emblée et le goût de m'occuper de l'humain. Voilà. Donc, est-ce que c'est à ça que vous alliez aussi vous frotter pour découvrir une autre réalité que celle dans laquelle vous aviez grandi et évolué aussi? Oui, je dirais que j'avais réalisé tôt que les êtres humains fonctionnent souvent avec des croyances négatives sur le peu qu'ils ont compris de l'autre. Et ils se font juger. Nous étions une famille bourgeoise habitant une grosse maison dans un petit village très rural, et forcément cette famille bourgeoise avait eu de l'aisance autrefois qu'elle n'avait plus, mais il y avait encore une projection sur nous qui était là, pas méchante, mais un jugement qui avait trait plutôt au passé et pas à ce qui se vivait. Et je me disais, les gens s'accrochent à des images plutôt qu'à la réalité, et ils ne voient pas comme on est vraiment. Et ça m'avait un peu meurtri par moments quand j'étais gamin et adolescent, où j'avais juste envie d'être intégré en appartenance sans qu'on me colle des étiquettes. Et donc, je voyais que ces gamins de la rue, on leur colle plein d'étiquettes et ils ont du mal à s'en défaire. Et tout le travail qu'on peut faire, c'est les accueillir tels qu'ils sont dans leur humanité et les encourager à trouver leur élan de vie propre et la pulsion de vie qui est en chacun d'eux et qui a besoin d'apprendre à se déployer de façon heureuse plutôt qu'à se réfréner et à exploser dans la violence. Donc en fait, finalement, en cherchant à les aider à résoudre des conflits, et vous avez compris que la clé était plus dans la connaissance d'eux-mêmes et la capacité à comprendre et exprimer leurs émotions. Oui, vraiment, j'ai pu comprendre que lorsque je n'ai pas le discernement ni le vocabulaire pour exprimer que je me sens triste, déçu, découragé, en colère, quand je n'ai pas le discernement ni le vocabulaire pour réaliser que ces sentiments, ça indique mon besoin d'appartenance, mon besoin de reconnaissance, mon besoin d'avoir ma place, mon besoin de me sentir vivant de tout mon être, mon besoin de comprendre ce qui se passe ou d'être compris, bien sûr, mon besoin d'amour ou de sens. Quand je n'ai pas le discernement, la conscience, ni le vocabulaire, les mots, pour exprimer cela de façon verbale et négociable, eh bien, ça bouillonne à l'intérieur, ça bouillonne, et puis ça pète, passez-moi l'expression, c'est comme une cocotte minute, quoi. Et donc, j'ai pu réaliser que la violence n'est pas l'expression de notre nature, contrairement à ce qu'on le croit et ce que j'avais appris dans un vague petit cours de psycho. La violence est l'expression de la frustration de notre nature. C'est quand notre nature profonde est frustrée que nous pourrions être violents. Et donc, l'important est évidemment d'apprendre à bien connaître notre nature pour la respecter et apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent pour négocier nos besoins plutôt que de frapper. Et donc c'est déjà ce travail-là que vous avez eu l'intuition à l'époque de faire auprès de ces jeunes, peut-être en les écoutant tout simplement, comment ça se passait? Absolument, en les écoutant, en les voyant fonctionner, en voyant agresser l'autre parce qu'on leur avait manqué de respect et en leur disant donc tu aurais eu besoin de respect et tu aimerais qu'on t'accueille comme tu es et pouvoir voir l'assentiment de l'autre. Et est-ce que tu serais d'accord d'essayer de faire ça avec des mots plutôt qu'avec des coups de poing ou des jurons? Et alors ils étaient plutôt surpris, ils rigolaient, puis ils disaient je vais te montrer comment on fait. Et donc on créait l'occasion de se dire, de se nommer et puis aussi d'écouter l'autre et d'avoir de l'empathie. Parce que je pouvais dire à la même personne, mais tu peux peut-être comprendre pourquoi il t'a répondu sur ce ton et tu n'as pas aimé sa réponse. Ben oui, j'ai pas aimé sa réponse, il m'a agressé. Ben écoute, et comment il se sent quand il t'agresse? Il est triste ou déçu, il aurait aimé lui aussi du respect. Et donc les notions de communication non violente apparaissaient. Nous avons des sentiments, nous avons des besoins, et plus nous les comprenons, plus nous pouvons les exprimer et éviter le passage à l'acte. Ouais, et tout ça de manière intuitive, puisqu'à l'époque, vous n'en étiez pas encore à la communication non violente. Je crois en revanche que c'est cette expérience-là qui vous a donné envie de faire vous-même une thérapie. Oui, absolument. J'ai réalisé que c'était difficile de comprendre la colère, la révolte, la tristesse, le désarroi de ces jeunes gens
tant que je comprenais pas les parties de moi qui avaient pu, malgré ma bonne éducation, la présence de parents aimants, etc., connaître par moments de la tristesse, du désarroi, de la révolte ou de la colère. J'étais trop gentil dans mon éducation. Je maquillais ces sentiments sous une couche au lieu de dire que j'étais en colère ou en rage, ce qui était pourtant parfois le cas, je disais j'étais un peu contrarié ou j'étais un peu déçu. Hein. Et donc, c'est vraiment du maquillage qu'après j'ai retrouvé comme thérapeute chez tant de personnes qui maquillent la puissance de vie qui est en eux pour être politiquement correctes. Et donc, ça m'a amené à me dire, je ne vais pas pouvoir être à l'écoute des autres si je ne suis pas d'abord à l'écoute de moi. Et ça m'a amené en thérapie, et donc à dépasser les frilosités, parce que dans le milieu catho-bourgeois dans lequel j'ai grandi, on ne va pas en thérapie, puisqu'on va bien. Ah, et oui. Donc, comment ça a été perçu? Est-ce que vous avez pu l'évoquer facilement autour de vous, dans votre famille, par exemple, que vous faisiez cette démarche-là, ou vous l'avez gardé d'abord pour vous? J'avoue très sincèrement qu'il m'a fallu 2 ans pour en parler à ma famille. Tellement j'étais pas à l'aise avec ma capacité à recevoir leurs réactions. Je craignais le rejet, l'incompréhension, la critique, même la raillerie. Et donc, il m'a fallu 2 ans pour sentir grandir un peu de force intérieure, d'estime de moi, de confiance en moi, de confiance dans ce que je fais, dans mes choix, pour pouvoir dire ça sans craindre d'être désarçonné par une critique. Et j'en avais pourtant entendu. La critique évidente, c'était, mais enfin, pourquoi tu t'occupes de toi? Il faut s'occuper des autres. Et j'étais prêt à entendre ça, évidemment. Et donc, je pouvais refléter. Donc, tu voudrais être sûr que je mets bien au service des autres. Et les gens me disent, oui, tu t'occupes de jeunes de la rue, c'est ça qu'il faut faire, il faut s'occuper des autres. Ils disent, c'est précisément parce que je m'occupe de jeunes de la rue et que j'arrive pas à comprendre leur colère, leur tristesse, que je me suis dit, je vais essayer de comprendre ma colère ou ma tristesse. Alors, je voyais vraiment des grands yeux stupéfaits, de la colère, de la tristesse. Toi, si gentil. Je dis, oui, sous le maquillage, il y a de la colère et de la tristesse. Voilà. Oui, justement. En fait, vous avez fait tomber le masque. La thérapie vous a amené à ça. Ah c'est tout à fait ça. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'au début, c'est décontenançant dans un groupe, dans une entité, dans un système relationnel, de tout d'un coup tomber le masque et changer les codes. Tout le monde est un peu mal à l'aise. Et donc, il y avait un peu de boutade et de rejet, de pirouettes d'humour autour de ça. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que peut-être plusieurs années plus tard, 8, 10, 15 ans plus tard, pas mal de ces personnes autour de moi se sont ouverts à ça parce qu'ils ont rencontré des difficultés et ont réalisé qu'ils n'étaient pas outillés pour traverser les difficultés et qu'ils avaient donc besoin d'outils. Et ils ont été les chercher dans des pratiques de connaissance de soi, de thérapie, parfois aussi de communication non violente. Et donc, j'ai pu avoir ainsi la conviction que lorsque nous nous changeons nous-mêmes, peut-être on est un peu secoué dans notre milieu où nous vivons, parce que les autres ne comprennent pas, cependant c'est bénéfique pour tout le monde. Évidemment c'est bénéfique pour nous, mais c'est aussi bénéfique pour le système qui risquait de s'encrouter dans un ronronnement. Oui, donc on revient à ce que vous évoquiez tout à l'heure, quand on vous fait le reproche gentiment que finalement c'est un peu égoïste et qu'il vaut mieux aller s'occuper des jeunes de la rue, là vous nous faites la démonstration du contraire. Absolument, et ça permet de voir que quand on dit il faut pas s'occuper de soi, il faut s'occuper des autres, on est piégé dans une croyance, on est piégé dans un système de pensée extrêmement limitant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la preuve par des milliers d'exemplaires que plus je m'occupe de moi, plus je me comprends, plus je suis attentif aux autres et plus je mets au service la compréhension de l'humain que j'ai acquise en travaillant sur moi, à bien comprendre les humains en face de moi. Et ça, je le vois tous les jours. Je vois tous les jours des parents qui comprennent pas leurs ados et qui détestent que les ados se mettent en colère et qui supportent pas que leurs ados soient un peu nostalgiques ou tristounets et qui ça les agace. Mais quand ils viennent travailler sur eux, à comprendre leur côté tristounet, à accepter leur propre colère ou leur moment de désarroi, tout d'un coup, ça ouvre de l'humanité en eux et tout d'un coup, ils deviennent humains avec leurs enfants. Et au lieu de les gronder ou de les peut-être même rejeter en disant va dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras plus sage ou plus souriant, eh bien, ils se mettent à écouter et à créer de l'humanité là où ils sont. Donc, c'est vraiment un enjeu fondamental aujourd'hui devant les enjeux que nous traversons. L'impression quand même assez chaotique de notre époque, nous avons besoin de trouver des repères intérieurs solides pour pouvoir être des repères. Ça rejoint le titre de mon prochain livre auquel on reviendra peut-être tout à l'heure. Oui. Et alors, je reviens à ce que vous viviez. Donc, on sent combien ces années-là que sont des années de grands changements pour vous, de grandes mutations. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais pour autant, là, quand vous avez commencé votre thérapie, vous êtes dans cette association auprès des jeunes, vous continuez à travailler en entreprise encore?
Oui, oui, bien sûr. À l'époque, j'ai pas les moyens de faire un saut magique dans un nouveau métier. J'ai besoin de la ressource que m'apporte ma vie de juriste, et je l'ai maintenue à plein temps longtemps, tout en me formant le soir et les week-ends ou les vacances à différentes approches psychothérapeutiques. Et puis, à un moment, j'ai vraiment senti le besoin d'arriver à écrire les premières bases de Cessez d'être gentil, soyez vrai. J'avais déjà 4-5 ans de pratique et je voulais pouvoir faire ce livre et trouver du temps. Et je réalisais que il fallait que je réduise pour ça ma pratique de juriste à un mi-temps. Et j'ai utilisé les capacités de négociation pratiquées par la communication non violente pour obtenir de l'entreprise qui Génial. m'engageait que leur juriste finalement réduise son temps de travail, ce qui n'était pas coutumier du tout. Et alors, ça a marché? Ben, j'étais extrêmement fier d'avoir pu rencontrer leurs préoccupations et de faire une négociation gagnant-gagnant où effectivement moi j'avais quand même une ressource un peu plus limitée bien sûr de 50%, mais quand même stable et sûre, et 50% de temps libre pour continuer à créer mon cabinet de thérapeute et commencer avec les bases de mon livre. Et donc, j'ai pu voir l'énorme bénéfice d'apprendre à se connaître, à avoir de la fermeté, à avoir de la clarté, de la vigueur, de l'affirmation de soi. Parce que c'est précieux d'ajouter que la communication non violente, c'est pas un truc de bisounours, hein. La non-violence, ce n'est pas la non-vigueur, hein, et ce n'est pas non plus la non-colère. On peut apprendre à faire des colères non violentes. Moi, j'étais trop gentil, je vous l'ai dit, je ne me mettais jamais en colère, mais j'ai appris, grâce à la communication non violente, à faire des colères affirmatives et assertives, très très claires, mais qui sont pas agressives. Et ça change vraiment la vie. Et j'ai appris aussi à mettre de la vigueur dans mes conversations, et quand j'ai pu indiquer à l'entreprise qui m'engageait comme juriste que j'avais à cœur de traiter les dossiers les plus importants parce que ma compétence pouvait s'y déployer, mais que j'étais très ennuyeux de faire des petits dossiers qu'un petit stagiaire aurait pu faire facilement, j'y trouvais pas d'intérêt. Eh bien, ils ont consacré la moitié de salaire que je laissais pour engager un jeune juriste qui s'est occupé de toutes les choses qui m'ennuyaient, et moi je gardais les dossiers qui m'intéressaient un petit peu. Donc c'était gagnant-gagnant. Oui, mais c'est formidable de voir combien vous, le chemin que vous aviez fait, a fait que la négociation était presque gagnée d'avance, en fait. Vous étiez tellement sûr de vous, enfin, dans un côté positif que, voilà, c'était difficile pour l'entreprise en face de ne pas accepter et de ne pas accéder à votre demande. En tout cas, c'était de bonne intelligence. Ils avaient un budget pour le service juridique. Je les ai aidés à en faire des économies parce que finalement, ils faisaient quand même une économie parce que le jeune juriste c'était quand même beaucoup moins cher. Et donc, voilà, c'était gagnant-gagnant. J'ai pu employer les termes qui sont en vigueur dans une entreprise, faire des économies là où c'est possible et maximaliser les profits. Et donc, je dis, moi, je veux mettre toute mon énergie au gros dossier important dans lequel mon expertise plus ancienne va servir. Et oui, c'était très Formidable. pratico-pratique. Et oui. Mais alors, là, on a cheminé un peu vite, mais il y a quand même eu un moment important dans votre parcours et dans la thérapie que vous avez suivie, c'est votre découverte de la communication non violente. Ah oui, clairement. Ça a été un véritable accélérateur. C'est grâce à mon ami qui avait créé donc l'association, le flic, comme je l'appelle avec amitié. Il m'appelle et donc je travaille avec lui vraiment au quotidien dans l'organisation des activités. J'étais devenu son bras droit pour m'occuper des jeunes avec lui, et on s'appelait très régulièrement, pratiquement tous les 2 jours, pour préparer les projets des week-ends ou des vacances. Et un jour, il m'appelle en disant, je lis un article passionnant d'un certain Marshall Rosenberg qui parle de communication non violente. Écoute un peu son interview. Et après 4 phrases de l'interview, je l'ai arrêté en disant, c'est incroyable. Il met vraiment des mots sur ce que nous ressentons. Le fait que la violence est l'expression tragique de nos besoins insatisfaits et dont nous n'avons pas pris conscience. Ça, c'était tellement clair la façon dont Marshall Rosenberg analysait ça. J'ai dit, il faudrait qu'on le rencontre. Et mon ami m'a dit, figure-toi qu'il vient faire une formation en Belgique et que je nous ai déjà inscrits pour être sûr d'avoir les places. Incroyable. Et de nouveau, c'est incroyable. Marshall Rosenberg est un formateur américain qui voyageait à travers le monde, était un grand médiateur, négociateur, tant en Afrique qu'entre Israël et Palestine, mais également dans les pays de l'ex-Yougoslavie. Jamais nous n'aurions imaginé qu'il vienne en Belgique donner une formation. Et la vie qui procure des hasards qui n'en sont sans doute pas, qu'il est venu donner une formation à 10 kilomètres de chez moi, à la campagne, dans un petit centre culturel, un petit centre de formation qui est dans un village très bucolique. Et je l'ai rencontré à 2 pas de chez moi. C'est juste incroyable. Les clins d'œil de la vie sont drôles. Oui. Et surtout, voilà, vous entendez parler de lui
quelques semaines avant qu'il vienne en Belgique. Vous auriez pu rater, voilà. Mais non, là, le timing était parfait, la géographie était parfaite, tout s'est aligné pour que la rencontre se fasse. Absolument, absolument. Et dans la postface que je fais à CC des Gentils, je raconte cette progression qui m'a donné cette confiance très claire lorsque nous clarifions ce vers quoi nous voulons aller. Et ça prend du temps. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre vers quoi je voulais aller et donc m'occuper des êtres humains, apporter du sens, aider les gens à sortir de leurs enfermements. J'appelle ça comme ça, des enfermements dans leur système de pensée qui peuvent se révéler infernales. Lorsqu'on clarifie son élan de vie, tout d'un coup, la vie nous porte vers ça et nous amène des occasions surprenantes. Alors qu'à l'inverse, tant que nous restons nous-mêmes dans nos enfermements, ça n'ira pas, rien ne va changer. Et longtemps j'ai un diplôme de droit, je ne pourrais faire que du droit. Enfin, toutes ces pensées négatives qui nous enferment, qui créent des enfermements, tant que vous nous restez dans un système de pensée aussi clos, aussi enfermant, eh bien, la vie ne vous apporte aucune solution parce que vous-même, vous les avez niés d'avance. Et je demande à personne de me croire, évidemment, mais juste d'en faire l'expérience. Portez votre conscience, votre élan de vie vers ce que vous aimeriez vivre et nourrissez cet élan-là. Vous verrez que vous aurez toutes sortes d'occasions qui vont s'engouffrer pour pouvoir petit à petit mettre le mouvement que vous voulez dans votre vie. Je le vois aujourd'hui, j'accompagne tant de personnes dans le changement que je le vois de façon extrêmement claire et parfois même bouleversante. Même des gens m'écrivent en disant hey, « le changement va presque trop vite ». Ils en sont heureux, mais parfois ils ont un peu l'impression d'être partis à la voile très rapidement sur leur petit bateau. Et bon, ça peut être un peu vertigineux parfois. Un petit peu vertigineux parfois, oui. En tout cas, votre parcours est vraiment l'illustration parfaite de ce que vous nous expliquez là. C'est que tout d'un coup, quand on est dans le bon élan, quand on met le premier pied vers le bon chemin, bon, la vie va s'arranger pour mettre sur notre chemin ce qu'il faut pour avancer dans cette bonne voie-là, quoi. Et votre rencontre avec Marshall Rosenberg, elle est juste incroyable, quoi. En Belgique, comme vous dites, à 10 km de chez vous, c'est quand même incroyable. Et alors, comment ça se passe justement cette rencontre avec lui, qui est donc le fondateur de la communication non violente? Alors, on s'inscrit à cet atelier. C'était 4 jours d'introduction au processus de communication non violente. Ça se passe d'une façon extrêmement, je dirais presque bouleversante pour moi, parce que dès les premières phrases de présentation de ce processus, il nous accueille, il nous laisse nous présenter, il se présente lui-même, et je vois la force intérieure de cet homme, son regard perçant. Je sens vraiment sa sagesse, son expertise d'avoir bourlingué à travers le monde, à aider tant de gens à sortir des enfermements dans les mécanismes de violence, dans les habitudes. Et il nous cite une phrase qui lui tenait bien à cœur: « Je vous invite à courir la distance la plus grande qu'aucun être humain ne couvrira jamais. » Et c'est celle qui sépare sa tête de son cœur, et ça fait 40 cm. Et donc, il poursuivait en disant: « Nous allons travailler à nous relier à notre cœur, plutôt qu'à notre mental, à notre intelligence intellectuelle, à notre système logico-mathématique qui juge, qui étiquette, qui entretient des croyances, qui met tout dans des cases et des catégories, et qui nous coupe du vivant. On va se relier au vivant par le cœur. » Et moi, j'ai été bouleversé d'entendre ça, parce que du vivant, et je l'avais cherché à travers le monde avec mon sac à dos, et j'avais cherché du sens beaucoup à l'extérieur de moi, et tout d'un coup, Marshall nous disait tout simplement: « Arrête de courir à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur. » Et ça a fait un grand tilt dans ma tête, un grand bruit de cymbales comme ça. Ça a résonné, donc. Surtout que il faut, pour remettre dans le contexte, donc là on est quoi là, au début des années 90, si je dis pas de bêtises. Oui, 94 pour être précis. Oui. Ok, donc à une époque où on n'était pas encore dans ce mouvement qu'on voit beaucoup maintenant de développement personnel, et même de spiritualité. À l'époque, c'était quand même pas tellement d'actualité Du tout. Ah non, c'était très limité. Les gens qui s'intéressaient à la non-violence étaient très 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 peu. C'était souvent des pacifistes, des objecteurs de conscience. C'était très très restreint comme univers. Ça s'est incroyablement déployé en 20 ans, ça c'est clair. Et nous n'aurions pas pu imaginer à l'époque que ça se déploierait comme ça. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, je pensais faire un petit manuel de pratique en donnant beaucoup d'exemples de la vie quotidienne pour les gens qui viennent faire des formations et qu'ils puissent pratiquer à la maison. Ça répondait à une demande. Les gens me disaient: on a aimé ta formation, mais après, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Il faudrait qu'on puisse se rafraîchir la mémoire, se remettre un peu dans le bain. Est-ce que tu nous ferais pas un livre?
Et c'est encouragé par les personnes que j'ai rédigé ce livre. Je n'imaginais jamais qu'il allait toucher 1 million de lecteurs en France, 1 million d'exemplaires en langue française. Et dans combien de langues? Et presque une vingtaine de traductions. Donc, oui, en effet. Quand je vois ça, je suis le premier ému de me dire, tiens, ce que moi j'ai ressenti tout seul en me disant, nous sommes pris dans des enfermements, nous sommes dans un excès de gentillesse, de façade qui nous coupe de notre vraie générosité, de notre vraie bonté, de notre vraie sincérité, et nous avons besoin d'un travail sur nous. Ce que je croyais vivre dans un petit milieu ici, le microcosme, est au fond vécu à travers la planète par beaucoup quelque chose de d'universel. Et oui. Quelque chose d'universel. Et donc c'est vraiment un enjeu de santé publique globale à travers la planète, vraiment. Et oui. Et donc, on comprend bien que ces 4 jours de formation, si je reviens sur votre parcours, on voit bien que ces 4 jours de formation avec Marshall Rosenberg n'ont pas duré que 4 jours et que ça a été finalement le début d'un parcours où vous avez continué, vous, à avancer dans cette voie-là. Et c'est à partir de là, j'imagine, que vous avez commencé à imaginer la bascule et à vous dire... J'arrête ce métier en entreprise de juriste, etc. et je me consacre pleinement à cette activité. C'est tout à fait ça. À vrai dire, dès ces 4 jours avec Marshall, j'ai senti que je pivotais à l'intérieur de moi-même. C'est vraiment presque une sensation physique de sentir comme une sorte de vis d'Archimède autour de laquelle je pivote, comme si ma conscience tout d'un coup se levait et je regardais toutes les choses, le quotidien, les relations avec mes collègues, les relations avec mes clients, mais les conflits auxquels je participais comme avocat, mais également les rapports à mes parents, les rapports à ma mère qui était décédée quelques années plus tôt, les rapports à mon frère aîné qui était en grosse difficulté de dépression. Tout d'un coup, je comprenais les choses avec un tout autre discernement, déjà dès ces 4 premiers jours. Et clairement, de nouveau, la petite voix à l'intérieur de moi-même, c'est le même qui me disait « Arrête de courir, écoute-toi parce que tu n'es pas heureux de ce que tu vis dans ta vie de juriste ». Cette même petite voix me dit hey, « T'as trouvé ce que tu voulais faire, t'as trouvé l'outil. Et tu vas faire ça le restant de tes jours, ou en tout cas longtemps. » Et c'est le cas, je fais ça depuis 25 ans maintenant. Et voilà. D'où l'importance d'écouter sa petite voix, indépendamment de l'écoute de votre podcast Petite Voix. Absolument. Et en fait, ce qui est intéressant dans la manière dont vous avez progressé, il y a d'abord, il faut accepter de passer par cette étape d'insatisfaction et la prendre telle qu'elle est, avant d'avoir la solution de ce qui va finalement vous épanouir. Il y a cette étape entre deux là qui est pas confortable mais qui a été indispensable parce que sinon vous auriez, comme vous le dites, continué bille en tête dans vos activités. Ah oui, merci de pointer ça, Evelyne. Absolument, nous avons besoin de côtoyer notre inconfort en toute conscience, sans le maquiller, sans l'étouffer, sans le fuir. Et le fuir, c'est très facile. Et j'ai été un fuyant par rapport à la petite voix et aux inconforts. Je voulais pas voir que j'étais pas content. Je me mentais vraiment en me disant j'ai des beaux costumes et de belles voitures, je peux me partir en voyage, je gagne correctement ma vie, blablabla. Je me mentais pour ne pas voir que j'étais très inconfortable et qu'il était temps que j'admette mon besoin de changement et de m'ouvrir à une autre façon d'être au monde. Et donc, c'est précieux d'accepter, comme vous nous y invitez, de côtoyer de l'inconfort, le temps voulu pour que derrière l'inconfort apparaisse la perspective du changement que nous voulons vivre. Et donc, de ne pas fuir l'inconfort ou de ne pas l'anesthésier avec une pilule. Tellement de gens passent par un moment de dépression et au lieu de s'asseoir avec la partie dépressive de leur être, ils la noient sous une pilule. Et je dis pas que dans une très très grave dépression, un petit support médicamenteux ne peut pas aider à traverser et à rester attentif. Mais je recommande d'être le plus conscient possible. C'est la plupart du temps dans une vie d'homme ou de femme, un moment de dépression n'est pas un accident, mais un ingrédient de transformation. Oui, c'est ça. Il y a des choses à en faire, aussi inconfortable que ce soit, c'est que ce malaise-là a des choses à nous dire. Et donc, on le voit dans votre parcours, absolument. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Être heureux n'est pas nécessairement confortable. C'est que si je nie tous mes inconforts, mais je reste dans ma zone de confort. Et en restant dans ma zone de confort, c'est plutôt une zone de malheur bien connue et que j'admets une fois pour toutes sans le remettre en question. Au lieu de se dire, mais là, je connais bien mon malheur, mais est-ce que j'aurais pas envie d'aller vers un bonheur qui est peut-être inconnu, mais qui est peut-être infiniment plus joyeux? Et curieusement, il y a une grande frilosité à
quitter son malheur bien connu pour aller vers un bonheur plus grand. C'est étonnant de voir ce côté casanier qui nous habite. Ça demande donc un peu de courage de se dire j'en ai marre de mon malheur bien connu et j'ai envie d'aller voir autre chose et de sortir de ma zone de confort. Et oui, présenté comme ça, évidemment, on ne peut que l'entendre. En revanche, voilà, c'est toutes les étapes qu'on entend, notamment dans votre parcours, et qu'on aurait chacun à vivre, de sortir de cet inconfort-là pour aller vers ce qui nous épanouit vraiment. C'est le travail d'une vie presque. Ou de plusieurs peut-être, si ça existe. Et oui, absolument. Ça met les choses en perspective. Oui, ça me plaît bien comme perspective. Donc, voilà, vous découvrir la communication non violente, et ça, j'adore ces moments-là comme ça, de pivot ou de lucidité, et puis tout d'un coup, tout s'éclaire là. Voilà, là, votre chemin, il est évident. Vous savez qu'en fait, vous allez vous lancer à plein temps dans la communication non violente. Donc, vous devenez thérapeute. Vous suivez vos formations donc avec Marshall Rosenberg pour devenir vous-même thérapeute. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Est-ce que vous faites d'autres formations ou vous êtes concentré vraiment? Oui. Là, je dirais que la base de ma formation, c'est une longue psychanalyse. J'étais 6 ans en psychanalyse, 3 fois par semaine. C'est vraiment un gros décapage. Et je dis pas que tout le monde a besoin de ça, mais moi j'avais des grosses couches de gentillesse, vous voyez. C'était du gros œuvre, quoi. C'est pas juste de la déco. Donc votre psychanalyse, bien sûr, c'était certainement un très bon socle pour devenir vous-même thérapeute. Et puis tous les outils de communication non violente. Et donc vous lancez un jour, vous ouvrez votre cabinet? Oui, entre-temps, j'avais rencontré le psychanalyste jungien québécois Guy Corneau. De nouveau, par cette vie qui nous fait des hasards si joyeux, je rentre un jour dans une librairie pour acheter un livre qui n'avait rien à voir avec celui sur lequel je tombe, et il venait de sortir le premier ouvrage du psychanalyste québécois Guy Corneau qui s'appelle « Père manquant, fils manqué ». Ce titre lapidaire m'interpelle parce que dans l'association avec les jeunes, nous avions principalement des garçons, et la plupart du temps, ces garçons avaient manqué de père. Le père était parti, absent, démissionnaire, alcoolique, emprisonné souvent. Et nous avions réalisé que c'est difficile de devenir un homme épanoui, un homme sûr de soi, un homme heureux d'être en vie, sans le père repère. Et que souvent les jeunes adoptent des caricatures de cow-boys ou de terminadors parce que c'est le modèle de masculinité que fournissent les médias. Et donc, tout d'un coup, ce bouquin de Guy apportait une telle clarté sur cet enjeu-là. Il me parlait également personnellement, bien que j'ai eu un père aimant et chaleureux présent. C'était quand même un père d'une autre génération et pas forcément très câlin et très intime, comme moi j'aurais peut-être souhaité. Et donc, je comprenais beaucoup d'enjeux de cette cohabitation père-fils, ou de cette absence de cohabitation. Et je me suis dit, en fermant le livre, mon Dieu, comme il est clair cet homme-là, comme il est aimant et bienveillant dans son approche. En plus, il a une bonne tête. Guy était un très bel homme. Et il y avait la photo au dos. Je me dis, je l'aurais bien rencontré, mais il vit au Québec, je le verrai jamais. Je transmets le livre à mon ami Pierre, qui avait fondé l'association Le Flic, là, avec les jeunes, en disant, lis ceci, c'est vraiment intéressant, ça nous éclaire sur ce que nous pressentons. 3 jours plus tard, il me dit, j'ai dévoré ton bouquin, c'est passionnant, et figure-toi que ton Guy Corneau, il vient donner des conférences à Bruxelles. C'est juste incroyable, la vie, vous voyez. Et alors, on se jette sur ces conférences, évidemment, tous les deux. On suit 2 conférences passionnantes. À la fin de la 2e conférence, l'organisatrice dit « Monsieur Corneau donne des formations. Il y a 2 places libres pour une formation ce week-end. » Paf, on l'attrape, évidemment. Et je vais suivre mon premier stage thérapeutique avec un groupe d'hommes, parce que Guy travaillait beaucoup avec des groupes d'hommes pour leur aider à se comprendre et à sortir des fausses masculinités de caricatures et à accepter leur sensibilité, leur vulnérabilité, leur délicatesse. Et je me retrouve dans un groupe d'hommes comme ça, guidé par Guy, et j'ai admiré sa capacité à accueillir chaque humain tel qu'il est, à être dans un élan de profond amour. J'avais entendu l'amour inconditionnel dans mon éducation religieuse, mais je l'avais pas vraiment vu, pour dire le moindre. Et beaucoup de jugements, beaucoup de croyances, beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Et là, tout d'un coup, un homme écoutait un autre homme sans aucune pression, en le laissant se poser et se déposer et
être tout à fait ce qu'il est, avec sa lumière comme son ombre. Je trouvais ça extraordinaire. Et là, vraiment, la confirmation que je voulais être thérapeute est venue et que j'étais très inspiré par l'approche de Guy. Et comme il prenait les repas avec nous, on avait sympathisé, on lui parlait de nos activités avec les jeunes et notamment les voyages dans le désert que l'on montait une fois par an avec les jeunes pour les emmener dans un complet dépouillement. Et lui n'avait jamais connu le désert du Sahara, il était très intéressé et il nous a dit « Est-ce que je peux venir avec vous ?» J'ai dit « Bien sûr, on t'embarque. » Mais non, avoir un grand psychanalyste avec nous dans un voyage avec des jeunes, c'était évidemment quelque chose de passionnant. Et donc, à l'occasion de ce voyage dans le désert, on s'est vraiment liés d'amitié. Et la vie qui est pleine de surprises fait que un jour il m'appelle du Québec en disant je reviens en Belgique des formations, mais je donnais des formations, mais cette fois j'ai plus une quinzaine de personnes comme la première fois quand tu es venu. J'ai des groupes de 30 à 40 personnes. J'ai besoin d'assistants. Est-ce que tu voudrais être mon assistant? Et je lui ai dit mais qui suis-je pour être ton assistant? Moi je suis depuis 2 ans en thérapie, je me forme à la communication non violente, mais je suis encore nulle part pour être ton assistant. Il m'a dit je te demande pas de faire quoi que ce soit, je te demande juste d'être là. Et ça, c'est une réponse décapante. Hein. Tout le monde jusque-là m'avait demandé des diplômes, des qualifications, des compétences, des preuves dans l'ordre du faire. Est-ce que tu sais faire ceci, etc. Et là, un être humain me demande juste d'être présent. Il avait apprécié nos échanges et la conscience que je voulais développer en moi. Et il m'a dit, ça m'aide simplement de te savoir là, avec ton amitié, tu dois rien faire. Tu es présent dans le groupe. Moi, ça me donne une sorte de balise et ça m'aide à animer le groupe. Et donc, j'ai pu le voir faire, moi, et le voir être et observer pendant de nombreux séminaires comment ce grand psychanalyste accompagne et agit comme une sage-femme, ou plutôt un sage homme évidemment, pour permettre aux gens d'accoucher d'eux-mêmes. Et donc on est devenus très grands amis, on a collaboré, on a co-créé des animations, des séminaires ensemble. Et oui, et ça c'est un point intéressant je trouve dans votre parcours, c'est que au-delà de devenir vous-même thérapeute, de vous former donc auprès de ces hommes-là que vous évoquez, vous avez aussi beaucoup le goût de la transmission qui vient assez vite, donc notamment à travers ces ateliers, ces formations, mais aussi à travers des livres. Comme avec, je crois que c'était votre premier ouvrage, hein, c'est d'être gentil, soyez vrai. Et alors, comment vous l'expliquez ce goût-là de la transmission? Vous pourriez vous contenter d'accompagner les gens dans votre cabinet de thérapeute et c'est déjà très bien. C'est vrai, et j'ai senti ce goût à venir assez vite, j'ai très vite aimé transmettre, et les premières expériences de cela, c'est quand nous faisions du fundraising pour l'association, il fallait des sous pour monter les voyages, les activités de week-end, et on allait dans les Lions Club, les Rotaries, toutes sortes d'associations, parfois même dans des entreprises qui sympathisaient avec nous, et pour faire un petit speech, un petit talk qui aidait les gens à comprendre pourquoi on fait ça, dans quel esprit, et qui nous permettait de recevoir des sponsoring. Et donc, très vite, j'ai réalisé que j'aimais partager ça, que j'aimais enseigner ce que nous faisions avec les jeunes, pourquoi on le faisait, dans quel cadre, et à quoi ça servait. Et c'est vrai que, comme thérapeute, j'ai eu du plaisir à accompagner les personnes, ça m'a beaucoup nourri, et à un moment, j'ai senti que, sans doute, ce travail d'accompagnement thérapeutique, je pouvais le faire correctement, mais que j'avais une fibre que n'ont pas tous les thérapeutes, c'est que j'aime enseigner, et je crois savoir enseigner. Et voilà, je me suis reconnu cette compétence, et j'ai privilégié ça. Donc, effectivement, pour le moment, depuis certainement une quinzaine d'années, je ne consulte plus. Oui, c'est ça. Vous transmettez autrement, vous accompagnez autrement, en étant vraiment un grand ambassadeur de la communication non violente, qui est quand même un outil formidable parce que, alors je le connais peu, mais ce que j'en comprends, c'est qu'on peut l'utiliser dans toutes les situations de notre vie, dans tout type de relation, que ce soit professionnelle, personnelle. La communication non violente, elle fonctionne à chaque fois. Ah, c'est tout à fait ça, j'en suis moi-même encore impressionné 25 ans plus tard. Je sors là d'avoir animé 2 semaines de formation, je suis vraiment impressionné, parfois même bouleversé de ce à quoi on peut arriver en quelques temps d'écoute. Pour accompagner une personne qui est par exemple bouleversée de ce qu'elle traverse, de ce qu'elle rencontre et qui est parcourue de grosses émotions de désespoir. Là, je pense à une personne très très bouleversée par des enjeux d'éco-anxiété devant les risques d'effondrement climatique, d'effondrement de la biodiversité, et qui a vraiment des angoisses existentielles très 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 profondes. Et on pourrait se dire, dans une médecine très traditionnelle, on va lui donner quelques calmants pour qu'elle puisse survivre à cette grosse émotion. Eh bien, la communication non violente, c'est juste l'inverse.
l'inverse, on l'accueille profondément dans cette vague d'émotions, on descend avec confiance comme en spéléo jusqu'au fond, du fond de son tsunami émotionnel, et tout d'un coup, elle reprend conscience de ce qu'elle voudrait vraiment, de ce sur quoi elle peut compter, de comment elle pourrait peut-être même contribuer, et vous avez une vraie résurrection qui était inimaginable quelques minutes plus tôt. Et voilà, je suis impressionné de voir qu'effectivement c'est un outil relationnel à l'horizontale. Je m'exprime mieux, je t'écoute mieux, et donc on améliore la relation entre toi et moi. Et c'est un outil d'affinement vertical de qui je suis vraiment, comment descendre profondément au fond de mon puits, et en même temps que je descends mon puits, monter une sorte d'antenne de conscience dans la stratosphère pour aller capter l'esprit, le souffle, la grâce, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais enfin cette sagesse universelle dont nous parlent à peu près toutes les traditions. Et oui, oui. Vous en parlez d'ailleurs hein, de spiritualité. Ça fait vraiment, par exemple, partie complètement de votre vie. Et j'imagine du coup de ce que vous transmettez aujourd'hui dans vos formations, dans vos ouvrages. C'est très présent. Bah oui, c'est très très présent. Je vous l'ai dit, j'ai été éduqué dans la tradition catholique, et donc mes parents m'ont indiqué qu'eux croyaient à la dimension spirituelle de la vie, et longtemps j'ai pratiqué cette religion qui me donnait une ouverture à cette dimension-là, et donc je ne la décris pas du tout. Il se fait que moi j'ai senti une étroitesse, une sorte d'étouffement dans un langage codé, dans des images préétablies. J'avais vraiment besoin de faire une expérience tout à fait personnelle et vivante de ce que c'est que la dimension spirituelle dans ma vie, et donc j'ai arrêté la pratique, et je me suis ouvert à d'autres approches, et j'ai acquis de plus en plus cette conviction que notre existence a un sens spirituel profond, et que c'est ça qui nous met en joie et en état de générosité de notre joie, en état de conscience que nous appartenons à un nous. Il y a je, il y a tu et il y a nous. Et que c'est le nous qui nous met vraiment en joie. Et donc, nous avons besoin de dépasser les habitudes très individualistes, voire égotiques, parfois même narcissiques de la culture que nous avons créée, pour réapprendre à créer du nous. En parlant de réapprendre à créer du nous, j'aimerais qu'on parle de votre prochain ouvrage qui évoque le regard que peuvent porter sur nous nos jeunes, que ce soit nos enfants ou ceux avec lesquels on interagit si on est enseignant. Donc ce livre s'appelle Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Ça pose une sacrée question. Comment vous est venue l'idée de cet ouvrage? Par la pratique des thèmes précédents, c'est gentil, soyez vrai, je me suis très vite dit, être vrai, avec soi d'abord, et puis avec les autres, c'est pas toujours confortable. Cependant, c'est difficile d'être heureux si on n'est pas vrai, si on se dit pas les choses telles qu'elles sont. Et donc, le thème de mon second livre est assez vite arrivé. Être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable, ça demande de dépasser toutes sortes d'inconforts, sans les nier, mais en comprenant le sens. Et puis, est arrivé assez vite le fait que si nous vivons comme ça dans cette connaissance de nous-mêmes, ça sert les autres, ça nous ouvre aux autres. Et donc, mon troisième livre est assez vite venu, et il s'appelle Du je au nous. Et le sous-titre est l'intériorité citoyenne, le meilleur de soi au service de tous. Et en travaillant cette notion d'intériorité citoyenne au fil du temps, en accompagnant les gens dans cette quête d'une vie intérieure féconde, riche, inspirante, je me suis vite rendu compte que les jeunes cherchent ça aujourd'hui, en ont profondément besoin, et qu'ils sont conscients qu'on va traverser des périodes chaotiques et que sans vie intérieure, ça va être difficile. Et très vite m'est apparu le fait que les adultes n'en donnent pas forcément un modèle inspirant. Et voilà comment le titre m'est apparu. Et donc, c'est une conférence que j'anime bientôt depuis 10 ans. Et c'est souvent ma façon de faire. Je fais une conférence, comme ça j'articule un propos, je vois s'il passe, si cette articulation parle aux gens, si les notions intéressent les gens. Et effectivement, dès que la conférence a du succès, que les gens me remercient, qu'ils trouvent ça soutenant, et qu'ils me demandent un livre en disant est-ce que vous avez écrit là-dessus, j'ai matière. Et ça faisait pas mal d'années que je voulais écrire ce livre, mais comme les autres sujets m'avaient amené beaucoup de demandes de conférences, je n'avais pas eu le temps de m'asseoir pour le faire. J'avais commencé, et la période du confinement tout récente de ce printemps a été pour moi extrêmement bénéfique, parce que tout s'est arrêté, mes conférences, mes formations, donc je me suis retrouvé dans une immense plage de temps libre, extrêmement bénéfique pour moi en tout cas. J'ai effectivement en cela de la gratitude pour ce moment-là qui m'a permis de m'asseoir et d'écrire mon livre. Et oui, et du coup, c'est ce que vous dites dans ce livre. Vous dites en fait, les jeunes n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ni ce qu'on leur demande de faire. Ils regardent comment nous on agit.
Oui, j'évoque ça par cette formule. Les jeunes n'écoutent pas ce que vous dites, ça la plupart des parents le savent, et ils Eh oui. n'écoutent pas ce que vous faites, ils écoutent ce que vous êtes. C'est votre qualité d'être qui passe, qui impacte. Et c'est pas que les jeunes d'ailleurs. Je dis ça aux dirigeants, je travaille beaucoup dans les entreprises. Je dis ce n'est pas ce que vous faites qui tient la réunion d'équipe. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous incarnez, votre cohérence, votre capacité d'écoute, la clarté du sens vers lequel vous voulez mener l'équipe, votre capacité à écouter chacun et à tirer le meilleur à inviter chacun à mettre le meilleur de soi. C'est ça. C'est pas tant ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Et donc, travaillez votre qualité d'être. Et j'ajoute souvent, si vous êtes fatigué, vous êtes fatigant. Hein. Si vous êtes stressé, vous êtes stressant. Si vous êtes découragé, vous êtes décourageant. Donc ça commence par vous. Ouais, ce que j'aime beaucoup en vous écoutant, Thomas, c'est que là, je vous écoute, la maman que je suis se dit, mais tout ça me paraît tellement évident. C'est évident quand je vous écoute, ça n'est pas toujours autant au quotidien, quand on est en situation, je veux dire, mais évidemment, voilà, et ça vient éclairer 2-3 petites lanternes là, à garder en tête dans ces situations de vie où parfois on navigue un peu contre des vents contraires, on va dire. Pour ça, c'est précieux de se rappeler 2 choses que je propose dans mon livre, donc Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes, qui est d'ailleurs un livre qui s'adresse à toute personne, que l'on soit ou pas proche d'enfant. Je pense que ça parle à n'importe quel adulte, ça peut parler à n'importe quel adulte, parce que tout adulte accompagne sa vie durant son enfant intérieur, donc c'est intéressant de le voir dans ce sens-là. Précieux de garder à l'esprit 2 choses. La première, c'est le rêve que nous avons pour le monde. Je pense que chacun de nous a un rêve pour le monde. Nous aimerions un monde d'équité, de partage, d'écoute, d'accueil de la différence, de tendresse, de douceur, de fantaisie, mais également de profondeur, de légèreté, mais également d'inspiration. Nous rêvons ce monde, je pense, nous portons assez souvent des valeurs assez semblables, en tout cas d'après mon expérience d'accompagnement des personnes. Et donc, c'est très précieux quand je sens un désaccord avec mon conjoint, avec mon ado adorable, avec mon coéquipier dans le projet, avec ma vieille maman, mon vieux papa ou mes copains, etc. Est-ce que je vis ces valeurs d'accueil, d'humour, de légèreté, de profondeur, d'empathie? Est-ce que je les incarne ou est-ce que je suis moi-même pris par mes automatismes que je prends pour de la spontanéité? C'est vraiment décapant de rester cohérent par rapport aux valeurs qui nous habitent. Et une autre chose qui peut nous inspirer, c'est que assez souvent, je dirais presque la plupart du temps, nous avons pu avoir des adultes inspirants dans notre existence. Une grand-mère, un grand-père, peut-être même nos parents, bien évidemment, un parrain, un proche, un enseignant. Et donc, nous pouvons garder souvenir d'une qualité d'être qui nous a été transmise, un humour, une profondeur, une sagesse, une patience, une détermination, une force intérieure, une fantaisie, une légèreté. Et donc, côtoyer ces valeurs qui nous ont été transmises parce que la personne était, pas tant parce qu'elle faisait, mais par sa dégaine à travers les événements de la vie. Et si nous gardons ça bien fraîchement à notre esprit, parce que nous nous le rappelons souvent dans nos moments de méditation, présence à nous, intériorité, eh bien ça change notre façon d'être avec les autres. Lorsque mon ado arrivera avec une question sur laquelle je ne suis pas d'accord, eh bien je vais l'écouter, je vais lui apporter compréhension et tendresse, ce qui ne veut pas dire que je serai d'accord. Mais j'accepterai d'abord de respecter cet humain-là. Je souhaite du respect pour ma position. Le minimum, c'est que j'en ai pour la position de l'autre et que je lui en témoigne en ayant une écoute attentive. Ouais. Et voilà 2 moyens de changer notre façon d'être, c'est de rester proche du rêve que nous avons pour le monde et de décider de l'incarner plutôt que d'entretenir le chaos et la tension, et d'être proche des valeurs que nous avons pu recevoir et que nous voulons à notre tour rendre claires et attrayantes autour de nous. C'est un exercice de cohérence et d'alignement. Et dans le monde incohérent que nous traversons, nous avons besoin de trouver cette cohérence à l'intérieur de nous-mêmes. J'en suis absolument convaincu. Ouais, merci Thomas. C'est en fait ce que je trouve passionnant là en vous écoutant, c'est que je trouve que dans la manière dont vous l'abordez et dans certainement ce qu'est la communication non violente, quand on s'y plonge, et c'est pas encore mon cas, mais vraiment en vous écoutant, je me dis qu'il faudrait que je m'y lance. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a à la fois des outils très pratiques, et là, vous voyez, à travers notre échange, déjà, vous nous donnez des conseils très pratiques qu'on peut appliquer là dès demain au quotidien dans nos relations aux autres.
et en même temps, on voit la profondeur en vous écoutant du travail que permet la communication non violente, de connaissance de soi, la profondeur aussi dans le lien qu'on va pouvoir tisser aux autres. Et vraiment, il y a cette grande possibilité, toutes ces grandes possibilités qu'offre la communication non violente et à laquelle vous nous ouvrez là aujourd'hui en répondant à mes questions. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, mon souhait, c'est que ce soit pratico-pratique, que ça nous aide concrètement. Oui. Et bien, vous voyez, ça l'est déjà à travers cet entretien. Avant de vous laisser, Thomas, j'aurais quelques questions rituelles que j'aime poser à mes invités. La première, j'aimerais savoir si vous écoutez, vous, votre petite voix. Je pense y avoir pas mal répondu Et oui. dans notre échange. Évidemment que je prends du temps plusieurs fois par jour pour écouter ma petite voix et la ressentir. C'est pas une écoute intellectuelle avec le cerveau dit gauche. C'est une sensation profonde qui demande de développer peut-être d'autres capacités de perception comme l'intelligence intuitive, l'intelligence relationnelle intérieure, évidemment l'intelligence émotionnelle. Et je suis convaincu que chacun de nous a une petite voix très claire et que nous pouvons tous apprendre à l'écouter. Et bien justement, vous l'évoquez là entre les lignes. Quels sont les rituels que vous utilisez au quotidien pour être connecté à cette petite voix, pour vous sentir bien? De réguliers moments d'écoute, d'arrêt sur image, pour me poser la question que nous posons des dizaines de fois par jour à toutes sortes d'autres personnes que nous et que moi je me pose à moi-même et que j'invite les personnes qui viennent en stage à se poser à soi-même plusieurs fois par jour. Comment ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui est nourri? En commençant par l'agréable et à nommer 2-3 sentiments agréables, 2-3 besoins nourris pour sentir que ça fait sens et que la vie, nous souhaitons qu'elle aille par là. Et en même temps écouter les sentiments désagréables sans vouloir les changer, juste accueillir, colère, tristesse, déception, impatience, etc. Et aller voir les besoins que ça renseigne. Juste accueillir pour sentir que j'habite au milieu de moi-même. Je suis pas flyé, comme on dit en franglais, par ce qui va bien en négligeant ce qui va mal. Je suis pas plombé par ce qui va mal en ne voyant plus rien de ce qui va bien. Je suis au centre de moi-même. Et ce jardinage quotidien, c'est-à-dire que je suis présent aux parties de moi et j'y veille, cela m'éveille et cela m'amène de plus en plus à sentir que je m'aligne sur ma petite voie, sur ce qui va bien et que je développe la capacité vraiment très spontanée de quitter ce qui va pas. Juste parce que je penche vers ce qui va bien et je souhaite que ma vie s'aligne là-dessus, eh bien petit à petit je vois que je quitte ce qui n'allait pas bien, ce que je ne voulais plus vivre. Je demande de nouveau à personne de me croire, mais pratiquer ce rituel d'écoute de soi sans vouloir dans l'instant changer les choses, juste être présent. Parce que souvent le fait qu'on veut absolument changer sa colère, sa tristesse, son désarroi, ça fait qu'on l'écoute pas. On la laisse pas s'installer pour nous dire ce qu'elle a à nous dire. Oui, on lutte contre. On lutte contre. Voilà, l'énergie est mise à lutter contre l'obscurité plutôt qu'à allumer la lumière. Ah, très joli. Est-ce qu'il y aurait un livre que vous auriez envie de nous conseiller qui vous a vraiment éclairé, vous, dans votre chemin, puisqu'on parle de lumière? J'ai envie de faire la boutade de dire les miens, évidemment. Ils m'ont éclairé en les écrivant. Et vous avez raison. C'est vrai quand c'est une bonne réponse. J'espère qu'elle n'est pas perçue comme trop narcissique. C'est pas complètement une boutade, parce que c'est clair qu'en écrivant un livre, je voyais que je mettais de la clarté dans mon système de pensée. Ça organise la pensée, ça la rend plus limpide, plus précise, plus nuancée. Effectivement, ça m'a apporté beaucoup de clarté que d'écrire les livres que j'ai écrits. Il y a certainement beaucoup de livres qui m'ont inspiré. Le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des murs ou des fenêtres, est un livre très inspirant sur les bases de la communication non violente, bien sûr. Bien en amont de ça, j'ai lu un fameux livre qui s'appelle le chemin le moins fréquenté, qui est un livre de base dans le développement personnel, The Less Traveled By Path, je crois que ça s'appelle comme ça en anglais, et c'est un livre très éclairant sur comment faire sa voix à soi, le chemin le moins fréquenté. J'ai beaucoup aimé ce livre, il a été très décisif dans ma décision de changer de vie. J'ai pu constater que le bouquin que j'ai cité dans notre échange, Père manquant, fils manqué, a été très éclairant sur notre besoin de remettre de l'humanité
Et dans cette sortie du patriarcat dans laquelle nous sommes, heureusement, combien les hommes ont besoin d'être encouragés à devenir qui ils sont et à ne plus caricaturer des images emblématiques de héros, de conquérants, de guerriers. On n'a vraiment plus besoin de ça dans notre monde. On a besoin de s'ouvrir aux valeurs féminines qui sont la compassion, l'entraide, le partage, l'empathie et qui sont portées aussi bien par les hommes que par les femmes d'ailleurs. Et oui, donc voilà, un livre très éclairant pour s'ouvrir à une autre humanité. Alors, il y en a certainement plein d'autres, hein. Non, mais c'est déjà un bon, ça nous fait déjà une bonne liste de départ. Et alors, je vous rassure, quand vous vous inquiétez du côté narcissique de citer vos propres livres, n'ayez aucun scrupule. Moi, j'ai déjà au moins une invitée dans mes souvenirs qui vous a cité spontanément en répondant à cette question. Donc, vous voyez, vos ouvrages y ont toute leur place. Il n'y a pas de problème. Bon, et ma dernière question, Thomas, j'aimerais savoir si vous êtes heureux. Moi, je me sens heureux, oui, et de plus en plus. Je sens la capacité à redevenir heureux quand je ne le suis plus, parce que, attention, je suis un être humain comme tout le monde et j'ai mes moments de dépit. Et clairement, les enjeux très actuels de la gestion de cette pandémie à travers la planète, de la limitation de nos libertés, le port du masque obligatoire, les moments de confinement, tout ça m'a beaucoup meurtri dans le besoin de respecter la vie, le contact humain, la tendresse et la douceur. Le sort fait aux vieilles personnes dans les maisons pour le grand âge m'a vraiment indigné. Donc j'ai vraiment mes moments de colère et de dépit et effectivement les enjeux de risque, d'effondrement. Je suis proche du travail de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle qui ont écrit des livres sur comment tout peut s'effondrer et comment survivre à l'effondrement, comment vivre l'effondrement et pas seulement y survivre. Ces livres me parlent beaucoup d'un besoin de grande conscience par rapport aux enjeux du monde et en même temps, je sais que j'ai de la ressource pour retrouver l'espace de moi qui, à travers ces intempéries, si c'est un faible mot, mais à travers ce chaos, peut rester en paix, rester confiant dans la force de résilience de la vie. La vie est résiliente et sans doute elle va passer par des moments difficiles, mais j'ai confiance que la vie demeure sous des formes qui se transforment et parfois se déforment. La vie demeure. Et oui, très belle conclusion. Donc on va en rester là et merci beaucoup Thomas pour cet échange, pour votre générosité, pour cette découverte de la communication non violente et déjà des conseils très pratiques qu'on peut garder avec nous et emmener maintenant dans notre quotidien. Merci beaucoup Thomas. Merci Evelyne, avec grand plaisir. À une prochaine fois peut-être. Avec plaisir, oui. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.